Je crois qu'il fait nuit, alors bonsoir. Écoutez, mon père était épicier à Blaye à l'époque où les œufs d'esturgeon étaient jetés aux poules. Vous imaginez le goût de l'omelette. C'est un étranger, réfugié russe, qui nous a appris à faire le caviar de la Gironde. Aujourd'hui, la production est de 20 tonnes par an. Donc on peut lui dire merci. Ma mère blayaise était très bonne cuisinière. Elle nous faisait des plats mitonnés avec amour. Et on avait droit de temps en temps à son couscous, disait-elle, parce qu'elle avait passé 2 ans avec mon père en Algérie, donc c'était un peu le plat souvenir. En revanche, elle était très très mauvaise pâtissière. Elle faisait ce qu'on appelait avec mon frangin des étouffes chrétiens, imbouffables. Mais elle aurait été, par exemple, incapable de faire une croustade du Gers. Vous connaissez tous la croustade du Gest. Non, pardon, la croustade du Gers. C'est une recette bien ancrée dans la tradition gasconne. Et pour cette préparation, il faut un véritable tour de main. D'ailleurs, c'est un tour de main qui se transmet de mère en fille. Alors, je peux vous donner la recette assez brièvement, mais c'est une recette qui n'est pas très compliquée, en fait. Il faut faire une boule de pâte. C'est une pâte feuilletée, donc vous connaissez tous la recette de la pâte feuilletée. On y met des œufs, on y met un peu de sucre, un peu d'eau. Évidemment, là, il y a de l'armagnac, il y a aussi des pruneaux. Alors, on fait une boule de pâte assez ronde qu'on manipule à la main. Et surtout, cette pâte-là, pour qu'elle soit bien bonne, il faut la bastonner avec un gourdin ou avec un rouleau à pâtisserie si vous n'avez pas de gourdin. Quand la pâte commence à se boursoufler, vous arrêtez de la bastonner ou de la maltraiter et vous la laissez se reposer. Il faut la laisser se reposer pendant une nuit et le lendemain, évidemment, cette pâte, qui est une pâte feuilletée, il faut la tirer sur une table, comme on voit là sur la photo, vraiment la tirer pour faire une pâte aussi fine qu'un papier à cigarette. Donc, très délicat comme opération, c'est là où intervient effectivement le geste, c'est la croustade du geste, et seules les femmes savent le faire, enfin, de ce qu'on dit en tous les cas. Cette pâte, une fois que vous l'avez étirée sur la table, avec une plume d'oie, comme le faisaient les vieilles gasconnes, vous passez, alors, avec soit de la graisse de poule, soit de la margarine, mais autrefois c'était de la graisse de poule, un peu de graisse de poule avec cette plume d'oie, qui est magnifique, évidemment, un peu de sucre, un peu d'armagnac, et vous la repliez en 3 dans le sens de la longueur, comme lorsque vous pliez les draps avec les enfants, en faisant attention. Ensuite, vous refaites la même opération, donc de la graisse de poule, de l'armagnac, et là, vous y mettez des pruneaux. Voilà les pruneaux d'Agen. Vous pouvez remarquer que les gens qui ont fait la publicité sont vraiment forts. Les pruneaux d'Agen, ça vous va bien. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Et vous y mettez les pruneaux, vous la repliez et votre croustade est faite. Il suffit de la passer au four pendant 20 minutes et quand vous sortez la croustade du four, ça embaume toute la maison. C'est une très bonne, un vrai dessert gascon et n'allez pas un jour dire à un mec de Florence que cette recette n'est pas une recette locale, il risquerait de le prendre très très mal. Et pourtant, si on y regarde de plus près, cette pâte feuilletée est en fait une pâte à pastilla qui nous a été ramené par les Arabes. Ah, les pruneaux d'Agen, me direz-vous, mais là, ils sont bien d'Agen, comme on dit là-bas. Oui, les pruneaux d'Agen ont été ramenés par les Templiers ou par les Croisés au XIIe siècle de Damas. Les Templiers qui sont fixés dans la région. Et là, qu'est-ce qu'il va dire pour l'Armagnac? Eh bien, l'Armagnac, ça vient de chez nous, bien évidemment. C'est une eau de vie, de vin qui est distillée. Il y a un village qui s'appelle la Bastide d'Armagnac. L'Armagnac, c'est une grande région. Cette eau de vie de vin est distillée dans un alambic. Voilà. Et bien, l'alambic, c'est quoi? C'est la contraction de 2 mots. Al, alcool en arabe, et ambix, qui est vase à distiller en grec. Alors, je vous laisse juger parce que ça, effectivement, donne à réfléchir. En tous les cas, en ce qui concerne la croustade, sachez que dans le département à côté, les Landais l'appellent la tourtière, parce que c'est pas pareil, disent-ils. Alors, à propos des Landais, oui, il y a le foie gras. Le foie gras, c'est pareil, c'est landais. Quand vous allez là-bas, le foie gras, ça n'est que landais. Ben oui, le foie gras, c'est landais, sauf que ce sont des juifs égyptiens, il y a très très longtemps, en Égypte, qui, en tuant des oies sauvages, en chassant des oies sauvages, juste avant leur migration, se sont rendus compte que les foies étaient exagérément gros et hypertrophiés. Donc ils ont été les premiers, les juifs égyptiens, à gaver les oies avec des figues. D'ailleurs, ficatum, c'est foie de figue
l'explication de foie de figue. Alors, écoutez, franchement, je ne suis pas sûr qu'on connaisse tous l'origine des plats que l'on mange. Et d'ailleurs, on ne se pose pas la question, puis il y en a qui n'en ont rien à faire, ils ont bien raison, ils n'ont qu'à déguster. Mais à propos d'origine, moi je m'appelle Tsiradakis, ils ont mis la première lettre de mon nom, ils sont très gentils. Et c'est peut-être parce que je passe le dernier. Mais à propos d'origine, moi je me sentais très mal à l'aise dans mon nom quand j'étais adolescent. Comme on disait à l'époque, ça me gênait aux entournures, j'étais pas bien. Et pourquoi? Parce que j'habitais un quartier d'émigrés espagnols, rue La Fontaine, pas très loin d'ici, et je ne me faisais pas au colibé de mes petits camarades d'école. Et quand je dis colibé, c'est pour être correct. Qu'est-ce que j'ai pris? Et j'aurais préféré à cette époque m'appeler, non mais c'est vrai, Garcia, Martinez, ou même Zabaleta. Tiens, j'avais un copain qui s'appelait Zabaleta et qui était toujours derrière moi à l'appel, XYZ, toujours derrière. Mais enfin, grâce à eux, j'ai découvert la paella. Voilà, j'allais manger chez eux et j'ai découvert la paella. Ce qui m'a amené certainement à faire mes premières âmes en restauration en Espagne. De cette expérience, j'ai ramené la tupina, le chaudron en espagnol. Alors, un peu plus tard, mais assez tard d'ailleurs, j'ai fait ma généalogie parce que ça m'intriguait ce nom quand même. Et là, je me suis rendu compte que mon nom était crétois. Donc, j'ai fait un premier pas. En fait, c'est une arrière-grand-mère, arrière-grand-mère qui est partie en 1850 avec sa fille de Fleurance dans le Gers, le pays de la Coustade. Elle est partie en Grèce. Sa fille s'est mariée, je vous raconte un peu l'histoire de ma famille, sa fille s'est mariée à un grec qui s'appelle Tsiradakis, qui est revenu en France à 18 ans. Et alors, vous ne le savez peut-être pas, mais mon fils s'appelle Alexandre, comme mon grand-père. Et en fait, j'ai appelé mon fils Alexandre avant de savoir que mon grand-père s'appelait Alexandre. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, J'étais content finalement parce que quand je me suis rendu compte de ça, j'étais cohérent avec les convictions que j'ai, en tous les cas, dans mon métier. Et mes convictions, c'est défendre mon territoire en faisant la promotion des produits et donc de ma cuisine. Donc avec les plus grands chefs de la région, il faut savoir faire travailler les acteurs au moins une fois dans sa vie. Avec les plus grands chefs de la... Avec les plus grands chefs de la région, nous avons créé en 1985, déjà, une association défense et sauvegarde des traditions gastronomiques. Le but de cette association, c'était de défendre et sauvegarder nos traditions, comme son nom l'indique. Car pour nous, la cuisine est un acte culturel, au même titre que la peinture, la littérature. Enfin, c'est peut-être prétentieux, mais en tous les cas, la cuisine est un acte culturel. Nous avons édité un petit journal qui s'appelait Savoir Plus, où nous relations dans nos colonnes l'histoire des produits emblématiques de la région. Nous avons, en 85, sensibilisé les amis restaurateurs qui étaient dans cette association, plus de 100 à l'époque, à n'utiliser le plus possible que des produits locaux pour éviter les longs trajets. Voilà, belle photo. On me reconnaît là, je suis le plus petit, je crois, de tous. Là. En tous les cas, pour ne pas utiliser les longs trajets, donc on était déjà sur du développement durable. On a fait cette association aussi, et dans ce cadre-là, pour retrouver la saisonnalité des produits, c'est-à-dire arrêter de manger des fraises en hiver, ce qui n'est pas complètement fini encore, il y en a qui mangent des fraises en hiver, mais surtout pour encourager les producteurs locaux qui sont les gardiens de notre patrimoine. Alors, bien avant l'heure, en 85, nous avons parlé de traçabilité, nous avons parlé d'AOC, nous avons parlé de marque et nous avons parlé de label. Nous étions déjà des locavores. Si certains de vous connaissent ce mouvement qui vient des États-Unis, c'est ne manger que des produits locaux ou des produits qui sont à la proximité. Alors, nous avons travaillé avec les producteurs, évidemment,
maintenant tout le monde connaît, du bœuf de Bazas, de l'agneau de Pauillac, du chapon des Landes, de la pintade de Grignols, des asperges de Blaye, du haricot tarbé, du piment d'Espelette, puisque le piment d'Espelette, quand on a commencé à écrire dessus en 85, ils étaient une quinzaine de producteurs. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 et ils ont eu une AOC. Donc, c'est pas grâce à nous, hein. En tous les cas, je trouve que c'était plutôt bien. Et on est allé voir aussi les charcutiers pour qu'on préserve les recettes du graton d'Ormont et du grenier médocain. C'est bientôt l'heure de manger, alors je vous mets à l'appétit. Et avec les pêcheurs de l'estuaire, on a évoqué effectivement les poissons de la rivière, comme les pibales, les aloses, les lamproies et les esturgeons. Les esturgeons, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est des esturgeons d'élevage. Les pibales, il n'y en a presque plus, c'est en voie de disparition. Et les aloses, c'est interdit de pêche. Il reste les vieilles lamproies, qui sont des poissons très très vieux, et qui sont là. Et pour le moment, il y a beaucoup plus de lamproies qu'avant, ça on ne comprend pas. Et nous avons également fait réaliser une étude assez importante sur les espèces menacées qui sont les oiseaux, les ortolans, les grives, les alouettes et les bécasses, qui aujourd'hui sont interdites sur nos tables, mais vraiment interdites. Par contre, il reste des espèces qu'on peut encore chasser. Alors, après cet ancrage, comme dit mon ami, il est parti, après cet ancrage curieux d'ailleurs, j'ai fait mon parcours initiatique. Donc c'est intéressant parce que quand on commence à aller dans les livres pour regarder l'origine des produits, on se rend compte que, en tissant les fils fragiles de l'histoire locale, j'ai découvert qu'une partie de notre gastronomie était née sur les pourtours de la Méditerranée. La croustade en est un exemple. C'est là que les hommes ont transporté leurs paniers remplis de fruits et de légumes, dont certains venaient tout droit d'Amérique du Sud par la mer, avec les navigateurs, avec les pirates, les corsaires, les conquistadors, et dans le même temps les épices qui arrivaient en caravane par la route de la soie depuis la Chine. Toutes ces denrées qui foisonnent aujourd'hui sur nos tables, enfin beaucoup de denrées qui foisonnent, sont presque toutes arrivées en France au XVIIIe siècle. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on mange une tomate, il n'y a pas très longtemps qu'elle est là. Beaucoup de nos recettes ont des racines en Méditerranée, mais, parce qu'il y a un mais, une recette n'est rien sans le tour de main des femmes qui sont essentielles dans la transmission, véritablement essentielles. Et, si vous voulez, les femmes ont su garder ce que leur mère leur a enseigné. Et c'est ainsi que les recettes transmises de mère en fille franchissent ou franchissaient, mais franchissent encore les frontières sans laisser passer et sans passeport. Chaque famille d'émigrés, et on en connaît tous, même les plus démunis, emporte avec elle la mémoire de sa table. C'est le seul pécule. Et avec ce pécule, la mère parle à ses enfants des traditions de son village. Alors oui, la cuisine peut être un vecteur d'intégration et de partage. C'est ce lien extrêmement fragile qui doit être préservé et consolidé. C'est la mission que notre association s'est donnée, transmettre. Avec cette nouvelle mission, l'association Défense et Sauvegarde des traditions gastronomiques, nous voulons inventorier les recettes traditionnelles de chaque pays du pourtour méditerranéen. Alors attention, là où c'est possible, de filmer les tours de main, les enregistrer, de répertorier les produits qui composent les recettes, de les écrire et surtout de les faire raconter. Parce que la transmission orale n'a pas de frontières. Et elle nous fait prendre conscience aujourd'hui que la gastronomie française, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ne serait peut-être rien sans ses apports. Nous voulons également, à l'intérieur de nos frontières, réaliser la même étude avec des femmes qui, parties d'ailleurs, ont su garder leur tradition alimentaire. Nous souhaitons comparer les tours de main, les histoires et voir
Si dans un... Je fais une prière parce qu'on n'est pas sûr de réussir, excusez-moi. Difficile de prier et de parler en même temps. Et voir si ces recettes se sont évoluées, si elles se sont enrichies ou si elles se sont figées. Cet inventaire culinaire des savoirs menacés, je pense, aidera ces populations à conserver ce qu'elles ont de plus cher, leur mémoire et leurs racines. Alors, quand vous irez manger un couscous chez mon ami Rabat à Saint-Michel, sachez qu'il y a dans ces petits grains magiques une identité de famille ou une identité familiale, d'un territoire, la transmission orale bien sûr, des gestes ancestraux et la mort d'une maman. Merci beaucoup.